Bonsoir, première édition du 7-8 politique sur TV Fil pour cette saison. Une saison qui ne manquera pas d'actualité avec deux élections d'envergure. La présidentielle en mai tout d'abord, suivie des législatives pour le mois de juin. Nous organiserons d'ailleurs plusieurs débats sur cette antenne comme à chaque fois vous en avez l'habitude. Pour le moment, l'heure est en tout cas aux primaires, à droite et même à gauche. Et c'est un député socialiste que je reçois pour ce premier numéro, Benoît Hamon, élu dans la 11e circonscription. Il est aussi un ancien ministre de François Hollande et il espère pourquoi pas lui succéder. Nous parlerons de son programme, mais aussi de l'actualité. Et puis, deux lycéens qui voteront pour la première fois en 2017 lui poseront également leurs questions. Ce sera en face à face sur ce plateau. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Et bienvenue. François Hollande va perdre la primaire. Il y a une vraie lacune dans sa démarche. Il n'y a aucun examen de conscience. Ce sont vos propos rapportés par Le Figaro fin septembre. Est-ce que vous les maintenez aujourd'hui plus que jamais? Oui, je trouve que le président de la République, mais c'est toujours le réflexe, ou c'est souvent le réflexe quand on exerce le pouvoir, est dans une forme de déni par rapport à l'exercice du pouvoir. Tout ce qu'il a fait, évidemment, n'est pas mauvais. Et qui pourrait dire cela? Mais il y a incontestablement un échec sur les questions d'emploi, sur les questions de pouvoir d'achat, et on s'est souvent rendu compte que ceux qui avaient payé le prix le plus fort, ou fait les sacrifices les plus importants, étaient souvent les plus modestes. Et cet échec-là, il faut savoir le reconnaître, ne serait-ce que pour proposer autre chose et essayer de faire en sorte que, instruit par l'expérience, on mette en œuvre des politiques de solidarité, des politiques sociales et des politiques d'emploi beaucoup plus efficaces qu'elles n'ont été mises en œuvre. S'il se présente à la primaire, concrètement, il va la perdre. Oui, je pense aujourd'hui qu'il la perdra. Je suis sûr, évidemment, il faudrait être devin pour être certain, mais quand on analyse à la fois les intentions de vote, mais surtout quand on voit ce qu'est l'aspiration des Français à tourner la page, c'est-à-dire à n'avoir ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande, mais que des hommes et des femmes de génération nouvelle puissent incarner le débat politique, proposer des solutions qui correspondent à notre temps, et pas à ces vieilles solutions, on va dire, ou néolibérales ou social-libérales, peu importe, ces vieilles recettes qui consistent à dire on met le paquet sur les marges des entreprises et on espère que par ruissellement, ça créera de l'emploi et augmentera les salaires. Ça ne marche pas depuis 20 ans et je pense qu'il faut effectivement tourner la page et le faire avec beaucoup de confiance et de sérénité parce que notre pays y est prêt. Et on verra ce que vous proposez justement au cours de cette édition. On va revenir sur l'actualité à présent, l'actualité de ce mois de septembre et cette arrivée de migrants, de réfugiés qui inquiètent les maires, notamment ceux des Yvelines, Louvciennes, Rocancourt, deux communes où des camps devraient être ouverts prochainement, deux communes qui s'indignent. Le reportage de Florane Parfait. Des migrants accueillis dans les Yvelines, la décision a été confirmée par le préfet. Les maires du canton du Chesnay, incluant Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Rocancourt et Louvciennes, ont appris la nouvelle vendredi matin. Ils ont tenu une conférence de presse pour exprimer leur position face à ce plan d'accueil. À Rocancourt, une centaine de migrants sera accueillis pour une période maximale de 2 mois sur le site de l'INRIA. On est mis devant le fait accompli et il est évident que Rocancourt, déjà 100 migrants dans une commune de 3200 habitants, ça représente 4% de la population et on estime que c'est déjà beaucoup et qu'il sera difficile de cohabiter. De son côté, Louvciennes hébergera de façon pérenne 100 à 200 personnes, une situation problématique pour la commune. En effet, de l'amiante aurait été détecté sur le site situé lui-même proche d'une discothèque. En plus de cela, un projet d'aménagement avec des entreprises devrait voir le jour sur ce site de Villevert, un lieu inadapté pour recevoir autant de personnes selon le maire. Si c'est pour reproduire ce qui s'est passé à Calais, ça j'y suis totalement, enfin dans l'esprit j'y suis totalement opposé. En tout cas, je suis fermement opposé à l'installation d'un camp de migrants sur le site de Villevert, que ce soit 10, que ce soit 100, les problèmes de sécurité sont les mêmes. Les deux maires opposés à ces implantations ont obtenu du préfet qu'un groupe de travail et de concertation soit mis en place. Le plan d'accueil nécessite 400 places sur l'ensemble des Yvelines. Nous avons jusqu'à, je dirais, fin octobre pour éventuellement trouver des solutions d'accueil de ces personnes. Si nous ne trouvons pas la solution, on nous imposera la solution de Louvciennes. Les migrants pourraient arriver sur le camp provisoire de l'INRIA à Rocancourt dans les jours qui viennent. Concernant Louvciennes, l'échéance est prévue fin octobre, début novembre. Du côté de la population, la colère gronde. Une pétition a été lancée par la ville de Louvciennes. Celle de Rocancourt a déjà obtenu 1300 signatures en quelques jours. Benoît Hamon, député des Yvelines, vous soutenez cette démarche des maires qui s'indignent et qui refusent, ou en tout cas qui voudraient plus de transparence sur l'installation de ces migrants, de ces réfugiés sur leur commune? C'est difficile la solidarité. C'est pas simple de répartir l'effort de solidarité. Et on le voit, moi je ne méprise pas l'inquiétude qui peut être celle
certains habitants de ces villes. Je regrette l'instrumentalisation qui en est faite par certains élus quand on compare ce qui pourrait se passer à Louvciennes avec Calais. Il n'y a évidemment pas de comparaison possible. On parle, à Calais, c'était une jungle, de l'habitat improvisé. Avec, c'est une situation qui a dégénéré aussi au fur et à mesure du temps. Donc même si ça ne devient pas Calais du jour au lendemain à Louvciennes, vous voulez les faire quoi, disparaître ces personnes? Ils sont éligibles au droit d'asile pour la plupart, sont aujourd'hui pour certains dans une situation où ils ont le droit d'être sur notre territoire. Donc le fait est que si nous ne voulons plus la jungle de Calais, il faut pouvoir trouver des moyens d'héberger ces personnes et de le perler sur l'ensemble du territoire. L'effort qui est demandé aux Yvelines, qui est un grand département, est un effort certain, 400 personnes. En l'occurrence, au Rocancourt, ça va être une solution d'hébergement provisoire qui justifie que là, je pense, on s'apaise sur les conséquences qui pourraient être celles pour la ville. Mais je le dis, c'est pas simple la solidarité, et j'entends certains élus être prêts à la solidarité, mais toujours très loin de chez eux. J'observe qu'une ville comme celle dans laquelle j'ai été élu, celle de Trappes, accueille depuis de nombreuses années, en dépit de sa grande pauvreté et de la concentration de pauvreté, de l'accueil de personnes sans domicile fixe, de réfugiés, de migrants, et pour autant, personne ne s'en est ému ailleurs. C'est pas dans les mêmes proportions, en tout cas on ne parle pas de l'installation de camps sur la ville de Trappes, sauf par que exemple. Vous avez déjà aujourd'hui des foyers d'hébergement de personnes sans domicile fixe, de migrants, de réfugiés, et tout le monde trouvait ça parfaitement normal. Quand c'est à Trappes, c'est normal, quand c'est dans d'autres villes, ça l'est moins. Mais ce qui inquiète les maires aussi, c'est le manque de transparence. C'est le fait qu'on ne sait pas qui arrive. Vous parliez de gens qui sont là légitimement, mais voilà, et là, les maires sont légitimes à demander des explications. Et je salue la réponse qui est celle du préfet, qui est de dire, écoutez, on reprend la concertation, on regarde de quelle manière on fait, et on n'impose pas des solutions. En même temps, maintenant, disons-le, vis-à-vis de ces réfugiés, il faudra trouver des solutions. Il faudra que les Yvelines, comme les autres départements, prennent leur part de l'effort. 400 personnes à l'échelle de ce département, ça n'est pas grand-chose. Comme quand on évoque le nombre de réfugiés qu'on accueille sur le territoire français, ça n'est pas en proportion grand-chose quand on sait que la plupart quittent des territoires en guerre, la Syrie, l'Irak, l'Érythrée, là où aujourd'hui on meurt par dizaines, par centaines et par milliers. On en revient à une actualité un peu plus locale, même si bien évidemment la situation est dramatique. L'actualité locale, ce sont ces maires en colère, et les maires sont en colère pas uniquement à cause de l'accueil des réfugiés et des migrants, il y a aussi cette hausse des impôts locaux. Dans le département des Yvelines, plus 66% pour la part départementale de la taxe foncière. Le président du conseil départemental le justifie par la baisse de la dotation de l'État. L'État se désengage et il faut donc trouver des ressources pour pouvoir continuer, ne serait-ce qu'à payer le RSA par exemple. Les demandes sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que là, il n'y a pas aussi, pour aller au fond de la réflexion, une volonté du gouvernement de déplacer l'impopularité en baissant d'un côté les impôts au niveau national et en disant aux communes et aux départements, débrouillez-vous, c'est vous qui allez devoir augmenter et c'est vous qui serez impopulaire. Écoutez, là il faut être très honnête. Vous savez, on ne me prête pas d'être un socialiste béni oui. Mais le discours qui consiste à dire systématiquement, comme vient de me le faire M. Bédier, mais plusieurs élus, c'est pas ma faute, tu augmentes les impôts localement, départementalement, c'est la faute de François Hollande, tout ça, ça a ses limites. Aujourd'hui, incontestablement, la baisse des dotations d'État impacte les capacités d'action des départements et des collectivités locales, mais pas dans les proportions qui sont celles des augmentations d'impôts. Une ville comme Saint-Cyr-l'École vient d'augmenter de manière incroyable les impôts locaux, et c'est injustifié, en tout cas ça n'est pas justifiable par la baisse des dotations de l'État. Ça va bien au-delà, à raison d'une mauvaise gestion. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'élus locaux qui en profitent pour augmenter ou alourdir l'ardoise de leurs habitants et de leurs citoyens en expliquant c'est la faute de François Hollande. Alors, moi, je suis d'accord. Expliqué aussi du côté de Saint-Cyr. Le maire de Saint-Cyr, parce que vous expliquez que c'est une mauvaise gestion. Oui, mais vous trouverez beaucoup de gens de sa propre majorité pour trouver que ça n'est pas très sérieux. Et qu'en l'occurrence, on peut considérer qu'il y a eu des choix politiques qui sont des choix politiques critiquables en matière de baisse des dotations aux collectivités locales, mais ces baisses n'ont rien à voir et ne justifient pas l'augmentation incroyable des impôts locaux. Sinon, pardon de le dire, comparons, des communes de taille identique augmenteraient de la même manière les impôts autour, par exemple, de Saint-Cyr-l'École. Est-ce le cas ? Absolument pas. Les communes n'ont pas aussi ni le même passé, parce que Saint-Cyr-l'École a ce passé compliqué avec d'autres majorités par le passé. Vous reconnaîtrez que là, on est en capacité de comparer. Et il y a des communes qui avaient des situations sociales difficiles, des investissements à assumer, qui n'ont pas fait ce choix. Donc, à un moment, il ne faudrait pas que tel ou tel maire, tel ou tel président de conseil départemental considère qu'on peut
tranquillement envoyer la note aux habitants de sa ville en disant de la part de François Hollande. En l'occurrence, qu'ils assument et qu'ils signent. Monsieur Bédier, qu'il signe en bas, c'est sa note. Monsieur Debain, qu'il signe en bas, c'est sa note. Si vous êtes élu président, si vous la remportez, cette primaire tout d'abord, et puis ensuite la présidentielle, vous continuez la baisse des dotations? Non, je pense qu'aujourd'hui, il est parfaitement absurde aujourd'hui de faire reculer les services publics, donc baisser les dotations, parce qu'on doit respecter un critère aussi sot qu'inefficace, qui est le critère des 3% de déficit. On voit que ça fait de l'austérité, ça ne fait pas de croissance et ça ne fait pas d'emploi. Il serait peut-être temps qu'on se rende compte que cette politique a échoué, là encore. C'est pour ça que je dis au président de la République, changez de politique. Vous voyez, je peux aussi dire à l'endroit de François Hollande qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais lui mettre sur les épaules, ou mettre sur les épaules de la gauche des choix d'augmentation d'impôts qui sont d'abord imputables à des municipalités et à des départements, voilà, je veux dire, il a les épaules larges, mais là, on les lui fait un peu plus larges qu'il ne le mérite. Et vous volez à son secours. C'est ce qu'on tiendra. Je pense que quand c'est juste, il faut le faire. Moi, je suis pas pour que... je me réjouissais, je vais vous dire, que le département, et je le reconnais, maintienne les crédits pour les établissements et la politique d'intégration des personnes en situation de handicap. Je le faisais publiquement cet après-midi. Donc je peux dire, moi, quand ça marche, y compris quand c'est fait par M. Bédier. Mais quand on en rajoute, je dis qu'on en rajoute. Voilà, j'essaye d'être honnête. Avant d'accueillir dans un instant 2 jeunes qui voteront pour la première fois en 2017, je vous propose de regarder un dernier sujet lié à l'actualité. Cela concerne la lutte contre la fraude dans les transports, une action qui est portée par la région, où vous siégez aussi, mais dans l'opposition. Écoutez ce reportage. La chasse aux fraudeurs est lancée avec la promulgation de la loi dite Leroux-Savary du 22 mars 2016 et inspirée des propositions de Valérie Pécresse. Le cadre se durcit pour les fraudeurs. En 2015, la RATP a comptabilisé 1,5 million d'infractions, 510 000 pour Transilien. Moi, je fraudais tout le temps. Je me suis jamais fait attraper, mais bon. C'est pas trop risqué de frauder parce qu'il n'y a pas tant que ça de contrôleurs dans les bus, donc au final, non, c'est pas risqué. Frauder, pas si risqué. Les transporteurs veulent prouver le contraire. La loi Leroux-Savary punit déjà la déclaration de fausse identité de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Le délit dit d'habitude, lui, est relevé, plus de 5 infractions sur une année, et le fraudeur s'expose à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. D'autres dispositions entreront en vigueur prochainement. Aujourd'hui, les personnels de la RATP et de la SNCF seront tous assermentés pour contrôler et on pourra aussi avoir des patrouilles en civil de sécurité sur le réseau RATP, sur le réseau SNCF. La loi a changé et ça va devenir beaucoup plus difficile de frauder et surtout, ça va être beaucoup plus pénalisant parce que si vous allez quelque part et qu'on vous retient plusieurs heures pour que vous prouviez votre identité, eh bien ce sera difficile. Des mesures censées faciliter le travail des agents sur le terrain. Le fait de communiquer sur ce nouveau délit, de faire savoir que se soustraire au contrôle peut entraîner une peine de prison, une peine d'amende importante, a évidemment un effet dissuasif. On aura toujours besoin d'un renfort, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de voyageurs qui ne présentent pas leur pièce d'identité, qui ne veulent pas la présenter, et c'est vrai que c'est assez accidentogène. Chaque année, la RATP consacre 1250 agents et 90 millions d'euros à la lutte contre la fraude. Pour le STIF, la RATP et la région Île-de-France, l'enjeu est avant tout financier. Nous avons demandé à la RATP de faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à la lutte contre la fraude et à la CNCF de faire 10 millions. C'est des objectifs très ambitieux. En 2015, la Cour des comptes a évalué à 366 millions d'euros le coût de la fraude en Île-de-France. La lutte contre la fraude dans les transports et plus globalement la politique menée par Valérie Pécresse dans la région. Vous qui siégez aussi mais dans l'opposition, vous en pensez quoi ? Que lutter contre la triche, c'est bien. Les lois, elles sont faites pour être respectées. Il ne faut pas aussi précipiter des gens et les obliger à tricher parce qu'on diminue toutes les aides qui permettent le transport quand on recherche un emploi, quand on veut se déplacer en Île-de-France. Donc moi, je suis attaché à ce que la solidarité permette aussi la mobilité et que les plus pauvres et les plus modestes puissent se transporter partout, surtout quand on est à la recherche d'un emploi. Mais sinon, je ne peux pas désapprouver le principe selon lequel on cherche à faire respecter la loi. La loi est la même pour tous et il faut qu'elle soit respectée. Voilà. On va s'arrêter là pour la partie liée à l'actualité. Et donc, ce sont 2 jeunes du lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux qui nous rejoignent en plateau. Tout au long de l'année, ils viendront en plateau, ils nous livreront aussi leur regard sur cette campagne, ces campagnes, aussi bien présidentielles que législatives. Ce sont les élèves de Terminale ES du lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux. Ils suivent une spécialité sciences sociales et politiques. Bonsoir à Inès et bonsoir à Quentin.
Bonsoir à tous les deux. Et vous avez des questions à poser à Benoît Hamon, tout d'abord concernant la précarité chez les jeunes. Quentin. Donc, en France, la précarité touche en priorité les jeunes. 22,5% des jeunes vivent avec moins de 960 € par mois. Quelles sont vos solutions pour la jeunesse? Le revenu universel d'existence. Dès la majorité jusqu'à la fin de votre vie, le principe c'est que chacun puisse bénéficier d'un minimum, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, qui puisse compléter son revenu ou lui servir de revenu quand on est par exemple étudiant, quand on cherche à créer une entreprise, et qu'on a besoin d'un filet de sécurité, quand on est intermittent et qu'on a une situation qui peut évoluer, quand on a un travail, vous aurez des parcours professionnels très différents de ceux de vos parents, où vous allez probablement changer souvent de métier. C'est ce qui se prépare aujourd'hui. Et je suis favorable à ce revenu universel d'existence comme une garantie qui offre justement un moyen de lutter contre la pauvreté, mais surtout un moyen de changer de relation au travail, de pouvoir choisir un temps partiel, parce qu'on sait qu'on a un revenu d'existence à côté de son salaire, ou de rester à temps complet, mais qu'on retrouve de la liberté et de l'autonomie. Aujourd'hui, quand on est jeune, on a souvent l'impression d'être assez contraint, pas très autonome. C'est valable quand on est au lycée, mais vous verrez que c'est valable après dans l'enseignement supérieur. Et ce revenu universel d'existence est pour moi la réponse. Je suis très heureux de voir que le sujet monte beaucoup, qu'il fait aujourd'hui, que c'est la question sociale centrale dont on discute dans la campagne présidentielle. Et j'espère Même si pouvoir... je vous interromps, mais il y a toujours une inconnue, c'est le financement aussi. Bien sûr. Parce que vous-même vous dites que tout n'est pas aujourd'hui financé, et qu'il faut Tout n'est regarder pas. les lignes de compte. Ça va dépendre très ajuster. largement de l'impact qui sera celui du revenu universel d'existence, par exemple, sur les salaires. Est-ce qu'il va contribuer à baisser les salaires ou va-t-il contribuer, à raison de la raréfaction du travail, à l'augmentation des salaires? Donc on a des scénarios de financement qui vont changer, mais parce que il ça est va clair. coûter cher. Oui, c'est d'abord une redistribution d'aides existantes, et comme vous le distribuez ce revenu universel à tout le monde, même ceux qui n'étaient pas les plus pauvres, du plus riche aux plus pauvres, de facto, il va falloir repenser la fiscalité, individualiser l'impôt sur le revenu, repenser le financement des niches fiscales, probablement reconstruire une fiscalité écologique là où des entreprises tirent profit de l'exploitation de ce qu'on appelle les biens communs, l'air, l'énergie, l'eau. Il y a évidemment beaucoup de solutions qui sont possibles, et j'y travaille de façon à ce qu'on ait une solution qui soit une solution solide, mais en même temps reconnaissons que cette proposition relève quasiment d'une révolution équivalente à la sécurité sociale. C'est la création d'une nouvelle protection sociale, mais elle répondrait très concrètement au problème de précarité. Est-ce qu'ils sont convaincus? Est-ce que Quentin est convaincu sur ce revenu? Ce serait une bonne chose. Ça mériterait qu'on en rediscute pour le convaincre totalement, je le reconnais. Inès, une question plus politique peut-être sur le rassemblement de la gauche? Oui, parce que... bonjour déjà. Bonjour. Parce qu'on ne peut pas cacher que les électeurs de gauche sont déçus par le mandat de François Hollande. Comment est-ce que vous feriez pour reconquérir leur cœur et convaincre ceux qui hésitent? Écoutez, je pense que quand vous votez à gauche, en tout cas, traditionnellement, vous votez pour... il y a deux raisons, la justice sociale et l'égalité. C'est que ce sont ces moteurs-là, en général, qui déplacent un électeur vers un bureau de vote et lui font mettre un bulletin de vote dans l'urne. C'est là-dessus, effectivement, vous avez été assez lucide, que le président de la République a déçu. C'est là-dessus, je pense, qu'il faut que la gauche redevienne identifiable et beaucoup plus claire qu'elle ne l'est. Incontestablement, quand à travers la loi travail, on va contribuer à faire baisser le tarif des heures supplémentaires, c'est-à-dire à faire moins bien payer le travail, des gens qui avaient voté à gauche disent « mais attendez, c'est le contraire de la promesse qui était celle de la gauche ». Il y en a un peu qui disent qu'en gros, ils ont fait le sale boulot de la droite. Eh bien, exactement. Non, mais je suis d'accord avec vous, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on revienne à ce qui est l'essentiel de la promesse de la gauche, c'est-à-dire l'égalité et la justice sociale. Vous savez, par exemple, moi, je milite, en tout cas, je défends l'idée que demain, à côté du revenu universel d'existence, on reprenne le chemin du partage du travail et de la réduction du temps de travail. Vous allez avoir des métiers dans lesquels, je ne sais pas ce que seront vos métiers, il va y avoir des opportunités formidables grâce à la révolution numérique. Et des robots, des algorithmes vont se substituer aux hommes. On parle maintenant, pour dans quelques mois, sinon quelques années, que dans les grandes surfaces, quand vous ferez vos courses, ce ne sera pas simplement des caisses individuelles, il va y avoir des portiques où votre caddie, vous allez le passer et tout ce qui est dedans va être scanné, même plus besoin de caissière. Une fois que vous avez payé, les portes s'ouvrent et vous passez. Il y a plein de métiers dans lesquels ça va peut-être améliorer notre vie de consommateur, mais là où il y avait une personne en face de nous, elle aura disparu et n'aura plus d'emploi. Donc il est probable que le travail se raréfie. Il faut aussi anticiper les secteurs dans lesquels on aura besoin de plus de travail, pour le soin aux personnes, la prise en charge des personnes âgées notamment. Mais à côté de cela, je pense que le partage du temps de travail, la réduction du temps de travail est une des solutions pour continuer à créer de l'emploi et essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens au chômage et il y a des gens qui sont au travail heureux, mais aussi beaucoup qui
quand ils sont au travail, ils sont malheureux. C'est pas normal qu'il y ait une telle césure, et c'est sur ce terrain-là, à mon avis, qu'on attend la gauche, et pas dans le fait de reprendre les solutions, comme vous l'avez dit d'ailleurs très bien, en faisant le sale boulot de la droite. Une toute dernière question, on va être pris par le temps, je sais que vous aviez chacun une question, mais juste Inès, pour conclure, vous avez une dernière interrogation à formuler, très rapidement, pour qu'on puisse avoir quelques temps ensuite. Oui, c'était une question un peu plus philosophique, en gros, si vous étiez président et que vous ayez un pouvoir de faire passer 2 réformes qui seraient incontestables, lesquelles ça serait? Moi, président, quand je serai engagez-vous. président de la République, je m'engagerai, je le redis, sur ce revenu universel d'existence. C'est pour moi central. Ce n'est pas une allocation de plus, c'est vraiment un changement complet de notre relation au travail. Et la deuxième réforme que je mettrai en œuvre, à coup sûr, j'en aurai plein d'autres, mais c'est quand même le passage de la 5e République à une 6e République. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans une démocratie par intermittence. Quand on vote, on a assez peu de pouvoir que ça change, mais on ne fait que voter. Et entre-temps, on passe des lois, même si elles sont minoritaires et impopulaires. On ne peut pas révoquer un président de la République. On ne peut pas participer à l'élaboration des lois. Je pense que grâce justement aux nouvelles technologies, on doit pouvoir redonner davantage de pouvoir démocratique aux citoyens. Et cette forme de délibération qu'on n'a pas, moi j'y aspire. Donc le revenu universel d'existence et la 6e République. Merci à tous les deux d'être venus. On vous retrouvera avec votre classe du lycée Émilie de Breteuil régulièrement pour ce 7-8 politique. Merci à vous. Et bon week-end. On passe à la dernière séquence de ce 7-8 politique. On va parler de votre parcours ambition très rapidement et puis de ce programme surtout. Mais tout d'abord, regardez et écoutez cet extrait. C'est à la fin de l'un de vos discours lors de vos interventions. C'est ça que je voulais vous faire remarquer, parce que je vais traduire les paroles de ce morceau de Mac Lemort. Là, vous allez me mettre... Je vais traduire le refrain. Peut-on revenir? C'est le moment, ce soir et le soir, on se battra jusqu'à ce que ce soit fini. On lève les mains en l'air comme si le plafond ne pouvait pas nous retenir. Ça vous inspire? C'est forcément inspirant quand on est dans une campagne présidentielle. C'est pas anodin aussi, c'est une musique plutôt jeune. Hein. Oui, c'est jeune parce que parce que j'ai envie qu'il y ait de l'énergie. Moi, je crois dans parce que c'est l'électorat que vous voulez séduire. Oui, aussi. Puis je crois dans une république métissée. Moi, je crois dans les forces de la France. J'aime pas ce visage un peu égoïste, uniforme qu'on veut nous servir d'une France de Gaulois. Moi, qui suis d'origine celte par mon père, ma mère, mes grands-parents, donc vraiment en faisant mon arbre généalogique, je trouvais guère de traces d'autre chose que des Celtes. J'ai beaucoup de fierté à mes origines, mais en même temps, j'ai pas une vision statique et immobile de mes origines. Et j'aspire à vivre dans la France telle qu'elle s'est toujours construite, comme une république qui s'ouvrait, accueillait de nouvelles générations, de nouvelles catégories de population et était forte grâce à cela. Et donc c'est pour ça que oui, ce sera une campagne assez énergisante. Énergisante, c'est comme ça qu'on va la qualifier. Optimiste, parce qu'il faut être optimiste aujourd'hui. Optimisme, dépasser l'angoisse identitaire. Oui. Ça fait partie des points importants de votre programme. Mais c'est quelque chose que je ne méprise pas non plus. Hein. Quand une femme me dit qu'elle se sent agressée parce qu'une autre femme porte le voile, je m'interroge. Je me dis, elle n'est pas comme ça devenue raciste, islamophobe. J'essaie de réfléchir. Quand une femme décide de porter le voile... Est-ce que c'est du racisme pour autant d'être interpellé, en tout cas de s'interroger? Non, mais je vous dis que non, mais je dis pas. Il y en a, mais vous pouvez avoir des musulmans racistes, des non-musulmans racistes. Le racisme, c'est pas juste l'apanage d'une catégorie de la population. C'est hélas quelque chose d'assez bien partagé, et l'intolérance aussi. Mais je m'interroge aussi sur qu'est-ce qui fait qu'une femme désire, à raison de sa foi, porter le voile. Et je respecte ces choix-là. Après, il y a des règles et les lois de la République. Et je pense que ces lois de la République, jusqu'ici, elles avaient permis aux uns et aux autres de vivre ensemble. Mais il y a une forme d'hystérie aujourd'hui du débat politique qui trouve dans... Chaque prétexte aujourd'hui est utilisé à vouloir montrer du doigt telle ou telle catégorie de la population. Je pense que chaque fois qu'un responsable politique fait d'une catégorie de Français sa cible, et sa cible principale à raison de ce qu'il est, de ce que les gens sont, je pense que c'était très dangereux. Et je crois que la question sociale, combien je gagne de mon travail? Est-ce que je choisis mon horaire de travail? Est-ce que je peux vivre avec un contrat de travail qui est précaire? Toutes ces questions sont des questions centrales, comme l'accès aux soins, comme... Vous voyez, j'étais dans un ESAT aujourd'hui à Trappes, on inaugurait une nouvelle structure. Ce que font les familles, les aidants
autour des personnes en situation de handicap ou autour des personnes qui vieillissent et sont dépendantes? Qui se préoccupe vraiment du statut de l'aidant? De quelle manière accompagner ces Français qui aujourd'hui ont du mal, s'ils n'ont pas d'argent, à pouvoir prendre en charge quelqu'un de leur famille qui ou devient dépendant ou a un handicap? Ces questions-là sont des questions centrales, on en parle très peu dans le débat politique. Et j'ai préféré qu'on parle de ça que de l'angoisse identitaire de Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi ou Marine Le Pen. Même si derrière cette question identitaire, il y a cette question de radicalisation. Et elle est réelle aussi, parce que vous citez cette ville de Trappes, et il y a des jeunes de la ville de Trappes, des moins jeunes aussi, qui sont radicalisés et qui quittent la ville, qui partent en Syrie. Oui, je constate qu'il y a ce phénomène, cet islam identitaire qui s'est développé. Je constate aussi qu'il y a 25% de gens qui votent Front National. Donc c'est une forme aussi de radicalisation politique. Je constate tout ça. Et je vois dans l'existence de ces phénomènes une source de tension, de problèmes, de conflits et de violence, plutôt que la possibilité qu'on règle quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je veux être optimiste, parce que je vois sur ce territoire beaucoup de raisons d'être optimiste, confiant dans l'avenir, et pas simplement rabougri, vous savez, un peu ragnagna comme ça. Ragnagna. Il nous reste 2 minutes, malheureusement c'est très court, et il y a 2 questions que j'aimerais encore vous poser. Déjà, abroger la loi travail, oui, non, vous abrogez la loi travail? Oui, parce qu'elle était aujourd'hui mauvaise pour les travailleurs et les salariés. Et la dernière question concerne vos différents mandats, parce qu'on va quand même le rappeler, vous êtes conseiller régional, vous êtes député, vous avez siégé à la ville de Trappes, vous avez siégé à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Là, vous êtes candidat pour cette primaire de la gauche. Si vous n'arrivez pas au bout de cette primaire, vous serez candidat aux législatives? Oui, mais bon, je préfère être président de la République pour commencer. Un combat après l'autre. Mais si jamais... Sérieusement, quand je m'engage aux primaires, c'est pour... Je pourrais citer les résultats des sondages actuellement. Vous êtes crédité de 16% parmi les sympathisants de gauche. Oui, justement. Mais c'est un bon départ. Oui. Et honnêtement, franchement, je fais partie des 3 candidats potentiels. Il y a François Hollande qui pourrait... Arnaud Montebourg. Oui, voilà. Et 16%, oui, c'est un bon départ. Et c'est même un excellent départ. Mettons que vous n'arrivez pas à faire ce retard, est-ce que vous serez candidat aux législatives? Écoutez, franchement, je vous réponds le jour où il y a le résultat de la primaire et sans aucun état d'âme. Parce qu'il y a une deuxième partie de la question, est-ce que vous serez candidat aux législatives sur cette circonscription des Yvelines? Oui. Parce qu'il se dit aussi que vous cherchez à faire le meilleur score possible. C'est celui que j'ai battu la dernière fois qui le dit. Il se dit aussi que vous cherchez à faire je vais quand même aller jusqu'au bout, de faire le meilleur score possible dans cette primaire pour ensuite être en mesure de négocier une circonscription plus accessible. Est-ce que c'est le cas, oui ou non? Répondez. La réponse est clairement non. Si je dois être candidat aux élections législatives quelque part, après, si je perdais les primaires, ce sera dans la 11e circonscription des Yvelines, que chacun le sache et s'y prépare. Et bien voilà, c'est dit. Merci Benoît Hamon. Nous refermons ce 7-8 politique. Rendez-vous fin octobre avec un nouvel élu, mais d'ici là, dès le 14 octobre, ce sera au Parlement européen. Le 7-8 politique partira une fois par mois à la rencontre des élus qui siègent à Bruxelles et à Strasbourg. Un rendez-vous qui sera préparé par Nicolas Kirillovitz. À très bientôt sur TV Fil.